Bon, c'est le week-end, et le week-end, on va prendre un peu de hauteur. On va prendre un peu de hauteur en se plongeant dans le monde de l'art, parce que il y a une petite chose, une petite blague qui a été vendue assez récemment entre 300 000 et 500 000 euros. C'est pas des sommes qui sont énormes quand on parle du monde de l'art, mais quand on voit ce dont il s'agit, c'est quand même assez intéressant. Alors, ce dont on va parler, ça concerne Yves Klein. C'est une œuvre d'Yves Klein. Yves Klein, si vous ne voyez pas qui c'est quelqu'un qui aimait bien le bleu. Vous voyez, il y a des monochromes notamment de lui que vous allez trouver au centre Pompidou. Il a breveté d'ailleurs, enfin je sais pas s'il a breveté, mais en tout cas il a appelé son bleu IKB, International Klein Blue. Et voilà, il aimait bien peindre avec cette couleur. Voilà, on va lire un petit peu ce qu'ils disent sur cette œuvre, comme ça vous allez voir un petit peu le niveau. La monochromie est la seule manière physique de peindre en permettant d'atteindre l'absolu spirituel. Pour Yves Klein, le bleu est chargé de sensibilité et propice au passage du matériel à l'immatériel. IKB3 recourt au bleu outre-mer, International Klein Blue, breveté par Klein en 1960, appliqué au rouleau afin d'éviter toute aspérité. Cette résine synthétique permet de lier les pigments bleus sans les tenir et d'obtenir un effet velouté absorbant le regard. Avec ses angles arrondis, ouais, c'est vrai que les angles sont arrondis, et légèrement en avant du mur, ce monochrome produit l'effet d'un objet en lévitation. Le bleu n'a pas de dimension, il est hors dimension, déclare Klein. Mais oui, et donc moi, si vous voulez, j'ai fait Hippocagne et Cagne, donc ça veut dire que j'ai fait une prépa littéraire, et en prépa littéraire, j'étais assez sensible au discours intello, donc je prenais beaucoup de plaisir, je prends toujours du plaisir à aller dans les musées, je me fais souvent des musées, des expos, etc. Et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps face au monochrome d'Yves Klein pour essayer de comprendre, quoi, en me demandant mais comment est-ce que c'est possible que les gens aiment ça. Et c'est vrai que si on le regarde suffisamment longtemps, au bout d'un moment il se passe des petites sensations, etc. Mais les humains sont des machines à faire ça. Un humain, on peut lui mettre à peu près n'importe quoi sous les yeux, il peut commencer à fantasmer et à créer un discours intelligent dessus. Et donc voilà, vous pouvez dire que effectivement un monochrome c'est un objet de lévitation. Vous pouvez dire que c'est un objet de transcendance, parce qu'effectivement Yves Klein est quelqu'un qui se présentait comme très croyant, et donc le ciel, le bleu, l'absolu, la transcendance, etc. On peut tisser un discours sur à peu près n'importe quoi, c'est même le propre de l'humain. Et donc il aimait bien les choses autour de la lévitation, Yves Klein, parce que il avait défrayé la chronique, comme on dit, avec cette photo. Donc cette photo où il se défenestrait, et donc regardez, il a les yeux comme ça tournés vers le ciel. Donc on est encore dans ces idées de lévitation, etc. Il aime bien le vide aussi. C'est quelqu'un qui aime bien le vide. On va y revenir. Et donc bon, cette photo évidemment c'est un montage. Enfin c'est pas un montage si vous voulez, mais il y avait donc ça, vous voyez, ça avait un petit peu fait parler dans la presse. Mais donc si vous dézoomez, ça ressemble à ça, donc à savoir qu'il y avait des gens qui l'attendaient avec un matelas. Quoi qu'il en soit, donc on va pas parler de ces œuvres-là d'Yves Klein. Ce dont on va parler, c'est donc ça. Une œuvre d'art invisible. Yves Klein je pense, il est mort, mais donc une œuvre d'art d'Yves Klein a été vendue pour plusieurs centaines de milliers d'euros, et ça quand même c'est intéressant. C'est intéressant, et je dirais même qu'on a là quelque chose d'un petit peu précurseur au monde des NFT. Alors, on dit parfois que tout se vend, tout s'achète. Sotheby compte là-dessus avec la vente le 6 avril prochain de Zone de sensibilité picturale immatérielle, série numéro 1, zone numéro 2. Alors, on a quand même un titre qui est pas mal là. Zone de sensibilité picturale immatérielle. Donc en gros ça veut dire du rien. Il a vendu du rien. Il s'agit d'un récépissé destiné à authentifier la cession d'une œuvre d'art invisible de l'artiste français d'après-guerre. Vous trouvez pas que c'est génial, le fait qu'il y ait des gens qui soient capables d'acheter une œuvre d'art invisible, mais qui poussent le truc jusqu'au bout? Parce que là, quand même, ils achètent un certificat, et donc ça, je trouve ça terriblement bourgeois, terriblement conservateur. Allez au-delà de ça, les amis, allez au-delà de ça. Moi, je vous vends absolument rien,
vraiment absolument rien, je vous propose, les petits intellectuels qui achètent ce genre de choses, de me verser 1 million d'euros en l'échange d'absolument rien. C'est vraiment immatériel, vous n'aurez pas de récépissé, je vous fais même pas de facture, etc. Vous n'aurez absolument rien. Comme ça, vous pouvez engager votre démarche artistique dans quelque chose de vraiment radical, comme ça vous êtes vraiment des révolutionnaires, comme ça vous êtes vraiment des rebelles inclusifs contre le conservatisme bourgeois. Alors, Yves Klein n'a cessé de remettre en question le statut de l'objet d'art. Qu'est-ce qui fait l'art? Son potentiel immatériel. Dès le tournant des années 1950, il part en quête d'un art immatériel. Zone de sensibilité picturale immatérielle, série 1, zone 2, témoigne des expérimentations de l'artiste français autour du vide et de l'immatériel. Je trouve ça tellement drôle des artistes qui se plongent dans le vide comme ça. À un moment, ils se disent non, mais mon truc, ça va être le vide. Mon truc, ça va être le rien. Ce certificat d'authenticité est né quelques mois après le vernissage de l'exposition Le Vide à la galerie Iris Claire à Paris le 28 avril 1958. À cette occasion, l'espace avait été vidé de son contenu, mais pour Yves Klein, la galerie était loin d'être vide, puisqu'elle était s'assurer de sensibilité picturale à l'état pur. Donc vous avez des gens qui ont payé un billet pour entrer et observer une salle vide. Et si vous voulez, ce que je vous dis, c'est commun, hein, mais vraiment, déjà, on peut vendre à peu près n'importe quoi à des petits intellectualistes de gauche en leur disant « Non, mais regarde, en achetant ça, t'es un rebelle contre le système. Regarde, tu te bats contre le conservatisme, etc. T'es un rebelle. Les conservateurs, eux, ils s'intéressent à la beauté, mais la beauté, c'est tellement ringard. Regarde, tout est relatif. Alors que toi, t'es dans une démarche de déconstruction. Enfin, tu peux vendre absolument n'importe quoi à des gens en leur faisant croire que c'est des rebelles. Et ce qui est génial, c'est que ça s'inscrit dans toute cette farce du XXe siècle. Vous savez, il y a par exemple, je me souviens plus de John Cage qui avait fait un petit morceau de silence. Donc les gens allaient observer un orchestre qui ne jouait rien, un petit morceau de silence comme ça. Et c'est pareil, tu peux tellement tisser un discours intellectualiste autour de ça. Oui, mais regarde, même quelqu'un qui tousse, ça fait que le public devient lui-même l'œuvre. Regarde, enfin, on peut absolument vendre n'importe quoi à des petits intellectuels de gauche en leur disant non mais regarde, t'es un rebelle, tu te bats contre le patriarcat, tu te bats contre le conservatisme. Et donc voilà, Yves Klein a organisé une exposition de vide, et vu que c'est un petit malin, ensuite il a vendu son vide à la découpe. Il a vendu son vide à la découpe avec des certificats qui permettaient d'authentifier ces zones de vide. Mais non, hein, c'est pas du vide, hein, c'est de la sensibilité picturale à l'état pur. C'est ça qui est génial. C'est vraiment les habits neufs de l'empereur, quoi. C'est regardez, monsieur le roi, je vous ai fait une superbe tunique. Par contre, seuls les gens extrêmement intelligents peuvent le voir. Seuls les gens qui sont vraiment des rebelles peuvent le voir. C'est exactement ça. C'est non, mais il y a pas rien. Ce sont les gens qui sont bas de plafond, qui pensent qu'il n'y a rien dans cette salle. Vous êtes des rebelles. Vous êtes des vrais rebelles engagés contre la bourgeoisie. Vous êtes engagés contre le système bourgeois. Et c'est pour ça que vous voyez à quel point ma démarche est en rupture. Voilà, on est en rupture. L'analyse a poussé cette réflexion à son paroxysme avec ces zones de sensibilité picturale immatérielle. Yves Klein a vendu ces zones invisibles et intangibles d'espace vide qui n'existent qu'en termes conceptuels. Oui, c'est conceptuel, entre 1959 et 1962, en échange d'un poids d'or pur. Non, mais il est malin. Pour moi, ça, c'est un excellent deal. Regarde. Toi, t'es tellement quelqu'un qui est au-dessus de tout, t'es quelqu'un qui est tellement conceptuel que tu vas m'échanger mon vide contre de l'or. Tiens, donne-moi de l'or, parce que, enfin, tu vois, moi, à la limite, j'ai pas besoin d'or, mais c'est plus pour marquer le coup, tu vois. C'est plus, notre transaction est elle-même une œuvre d'art, tu vois. C'est ça qui est vraiment radical dans ce qu'on est en train de faire. C'est absolument génial ce qu'il a été capable de faire. Vendre du vide à la découpe. Les acheteurs recevaient un récépissé conçu pour ressembler à un chèque de banque. Ils avaient alors deux options, conserver le reçu et faire en sorte que la zone immatérielle correspondante devienne transférable par la revente, ou le brûler dans le cadre d'un rituel. J'espère en tout cas que ces zones invisibles et intangibles sont non fongibles. Voilà, j'espère que c'est non fongible. Comme ça, on peut être sûr, avec le petit certificat, que non mais d'accord, peut-être que toi aussi tu peux avoir du vide, mais moi j'ai authentifié ma part de vide avec ce certificat. Et finalement, on peut dire que le NFT, c'est bien quelque chose qui s'inscrit dans cette lignée. On peut vendre absolument n'importe quoi. On peut vendre n'importe quoi en faisant croire aux gens qui l'achètent que ce sont des révolutionnaires. Voilà, non, mais les gens qui te disent que les NFT, c'est pas un vrai produit financier, etc.
c'est parce qu'ils ont pas compris. C'est parce qu'ils ont pas compris qu'on était dans une révolution. C'est la révolution. Donc tu vas m'acheter ce NFT. Tu vas m'acheter cette photo mal dessinée de petit singe. Alors, durant cette cérémonie, le récépissé donné en or pour l'œuvre devait être brûlé devant des témoins choisis par l'artiste, tandis que ce dernier jetait le même or dans la Seine. Ah quand même. Ah quand même. Donc ils détruisent l'or, donc le gars va quand même bien tout au bout de sa démarche. On est immatériel, on est au-delà du tangible, on est au-delà du matériel. Enfin j'espère qu'il a quand même gardé un peu d'or dans ses poches, parce que sinon quel intérêt d'arnaquer des intellectualistes si c'est pas pour se mettre un petit peu d'argent dans les poches au passage. Selon Sotheby, il y a eu 3 cérémonies de transfert, toutes bien documentées. Si certains acheteurs se sont prêtés au jeu, d'autres ont contourné les règles et ont choisi de conserver le reçu. Bah oui, parce que à la limite, c'est un petit peu le principe du NFT. C'est évidemment qu'on achète une grosse bêtise, mais peut-être qu'on va le vendre à quelqu'un d'encore plus bête que nous par la suite. Alors qu'il y en a qui sont allés au bout du truc, il y en a certains qui sont allés au bout de leur démarche radicale et ont vraiment détruit de la valeur en pensant être très intelligents. C'était le cas de l'antiquaire Jacques Krugel, qui avait acquis son récépissé auprès d'Yves Klein le 7 décembre 1959. Il sera mis aux enchères chez Sotheby le 6 avril prochain à l'occasion de la vente parisienne. Collection Loïc Mal, Only Time Will Tell, d'accord. Son estimation entre 300 000 et 500 000 euros. Bien joué. Dans les années 50, l'idée de vendre une œuvre immatérielle semblait totalement loufoque. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui grâce aux NFT. Ben oui, c'est ça la grande évolution. La grande évolution des NFT, c'est que maintenant, l'intangible devient tangible. On touche vraiment à la transcendance. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui grâce aux NFT, ces jetons numériques vérifiés attestant de l'authenticité d'une œuvre. De nos jours, le concept d'œuvre d'art en tant que reçu peut sembler moins étranger. Une nouvelle génération de collectionneurs se précipite pour acheter des NFT qui sont des certificats prouvant la propriété de la NFT. Note Sotheby. Bah ça c'est génial pour les agences de vente aux enchères, c'est que avant il fallait se débrouiller pour trouver des œuvres, pour les vendre, etc. Et si on peut vendre du vide à la découpe, tout devient possible. Voilà, en tout cas, je trouve ça très intéressant de se plonger dans ce monde de l'art. Je dis pas qu'au niveau de création d'idées, il y a des choses qui sont intéressantes. Hein. Ça reste toujours un petit peu dans le jeu de mots, le mot d'esprit, enfin des choses qui sont plus pour chatouiller le cerveau. C'est pour ça que je dis que c'est de l'intellectualisme et pas de la réflexion. Mais voilà, c'est intéressant. Tout ceci est intéressant, je trouve que c'est distrayant, et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, je vais continuer à mettre mon argent plutôt dans des actifs tangibles, d'investir dans des entreprises qui créent de vrais services, qui créent de vraies innovations, qui rendent de vrais services, et qui me remercient de les financer, non pas en me donnant des certificats, non pas en me donnant des tickets de jetons non fongibles, ou je ne sais pas quoi, mais en me versant une partie de leurs bénéfices sous la forme de dividendes. Et si vous voulez rejoindre cette aventure de l'investissement, vous savez qu'il y a sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite en créditant votre compte. Mais ceci dit, ça ne nous empêche pas de rêver avec les artistes, ça ne nous empêche pas de nous aérer l'esprit avec les artistes. Le week-end est fait pour ça, et donc on se plongera régulièrement dans le monde de l'art qui n'a pas fini de nous fasciner. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez mis entre 300 et 500 euros pour acheter une zone d'espace vide? Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.